belle, excusez-moi, il y a un petit larcène. J'enlève mon casque pour le moment, c'est mieux comme ça. De cette belle nouvelle édition de Paris Mat pour parler d'éolien en mer, composant de la souveraineté énergétique. Et pour en parler, je suis ravie de recevoir nos 4 experts intervenants. Claire-Julie Frelot, vous êtes Head of Renewable and Power Department, très bien dit, chez Bureau Veritas. Morten Jensen, vous êtes Technical Manager Consulting Engineer pour tout ce qui est wind technology, chez Sedgwick, courtier en assurance. Mathieu Monnier, vous êtes directeur adjoint stratégie et développement au sein de la direction ingénierie, interconnexion et réseau en mer chez RTE. Et Claire Jonot, vous êtes directrice marine et transport chez Essotier-Verlingue. Et puis vous avez fait une longue partie de votre carrière chez Total Energy, en charge justement de ces questions. Merci à tous les 4. Alors, composante énergétique, composante de la souveraineté énergétique, l'éolien en mer, on va se poser la question déjà, est-ce que c'est vraiment quelque chose, une filière qui pèse déjà lourd ou pas dans le mix? Peut-être pas encore, mais de quoi parle-t-on? On va déjà faire un peu comme quand vous avez le bac de philo, il faut expliquer tous les termes d'abord avant de vous embarquer dans le sujet. C'est la saison, on peut y aller. Quand on parle d'éolien en mer, de quoi parle-t-on? Il y a le flottant, il y a le posé. Claire-Julie, est-ce que vous pouvez nous faire une petite définition rapide? Alors donc oui, il y a le flottant, le posé, deux systèmes qui sont quand même assez différents. Le posé, c'est-à-dire quand l'éolienne est posée au fond de l'eau pour des faibles profondeurs en général. Et donc dès qu'on s'éloigne un petit peu des côtes ou alors qu'on a un peu plus de profondeur d'eau, on va avoir recours à des flotteurs, éolien flottant. Donc sur le principe, ça reste la même chose, hein, ça reste une éolienne. Après, en termes de difficulté de conception, c'est complètement différent. Le posé, comme son nom l'indique, il est posé, il ne bouge pas. Donc il va bien évidemment subir des efforts de la houle, les efforts de courant et bien évidemment les efforts de vent, mais il reste fixe. Donc c'est plutôt simple à modéliser, à designer. Le flottant, lui, il va se déplacer. Alors évidemment, il est ancré, mais même une unité ancrée, elle bouge beaucoup. Et donc ça va amener tout un tas de problématiques différentes à investiguer aussi. Alors après, les deux suivent les mêmes, quand on certifie ce genre d'unité, on suit les mêmes schémas de certification, quel que soit le type d'unité. Mais évidemment, ça n'aura pas le même impact en termes d'études à faire pour s'assurer de la sécurité des systèmes. Alors justement, j'en profite pour diffuser une petite slide un peu récap, si ça fonctionne. Non, les dieux du stade, voilà. Ce n'était pas forcément celle-ci, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Non, pas vraiment. C'est pas grave, ça vous donne un avant-goût, un teaser de ce qui va venir. Voilà. Merci beaucoup. Sur justement Bureau Veritas, on explique un petit peu. Donc vous travaillez à la certification et à la classification donc, des éoliennes. Vous êtes mandaté par les designers, les concepteurs des éoliennes, qui eux travaillent pour le compte de constructeurs. Et donc vous le disiez un peu, on ne va pas rentrer dans un degré technique trop intense, mais ça a un impact effectivement dans votre certification, dans votre travail, le fait que ce soit du flottant ou du posé. C'est un impact aussi sur la solidité, la robustesse des éoliennes? Alors là, non, ça ne va pas avoir d'impact parce que les designers vont s'assurer que, quel que soit le système, il soit résistant suffisamment. Voilà, donc ça n'aura pas d'impact sur la fiabilité du système à la fin. En l'occurrence, ça aura un impact plutôt sur la difficulté à créer un système sûr. Ce sera plus compliqué pour le flottant. Très bien. Alors, voilà, on a refait un petit point d'étape sur l'éolien en mer. C'est quoi? L'intitulé de cette table ronde évoque que l'éolien en mer, c'est un rôle stratégique à jouer en France dans ce mix énergétique. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement aujourd'hui, l'éolien en mer? Combien ça pèse? Combien y a-t-il de fermes éoliennes? Mathieu Monnier, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner là-dessus? Oui, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la souveraineté énergétique s'apprécie avec une vision holistique. Aujourd'hui, on est relativement souverain pour la production d'électricité, qui est à 95% décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est très bien. Sauf que la production d'électricité, c'est 25% du mix énergétique, 25% de l'énergie. On a à peu près 60% d'énergie fossile dans notre mix. On ne produit pas d'énergie fossile en France. Et donc là est tout le sujet.
d'une part pour la souveraineté énergétique, d'autre part pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement supprimer les énergies fossiles de notre consommation énergétique, et pour cela on va augmenter l'électricité, la consommation électrique, en électrifiant un certain nombre d'usages, avec la mobilité, avec la consommation d'électricité par l'industrie, par le tertiaire, etc. etc. Et donc ça nécessitera d'augmenter la production électrique. Et pour cela, on a plusieurs solutions. On a effectivement le nucléaire, les énergies renouvelables, et parmi les énergies renouvelables, l'éolien en mer. Alors l'éolien en mer, aujourd'hui en France, on a 3 fermes commerciales posées, 1,5 gigawatts, et on a la petite dernière, la ferme pilote éolienne flottante au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de 25 mégawatts, puisque c'est une ferme pilote, et aujourd'hui l'éolien flottant est moins mature que l'éolien posé, mais a vocation à rejoindre finalement l'éolien posé. L'éolien posé en Europe, c'est quasiment 100% des installations. La France investit beaucoup dans l'éolien flottant. Donc elle a lancé des appels d'offres commerciaux qui ont commencé à être attribués pour à peu près 750 mégawatts en cumulé, et ça devrait être mis en service à la fin de la décennie. Donc ça, c'est un peu pour l'image globale. Donc en production aujourd'hui, notamment en 2024, l'éolien en mer, c'est à peu près 4 TWh. L'éolien, d'une manière générale, terrestre et offshore, c'est 47 TWh. La consommation française, c'est 450 TWh. Donc voilà, l'éolien, c'est 10%, et l'éolien en mer, pour l'instant, c'est pas encore grand-chose. Et la production électrique française, c'était 539 TWh. Donc on a exporté 89 TWh en 2024, grâce aux belles performances du nucléaire et des énergies renouvelables notamment. Et si on se projette progressivement à 2050, l'éolien en mer, ça devrait, d'après ce que le gouvernement a annoncé dans son projet de programmation pluriannuelle de l'énergie au mois de mars notamment, ça devrait représenter à peu près 20% 20 à 30% de la production électrique française. Voilà, donc c'est pas mal. Il faut avoir en tête que, comme je l'ai dit, la production électrique française va augmenter et l'éolien en mer, c'est une des solutions. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des débats parlementaires actuellement juste à côté, à l'Assemblée nationale, avec un vote solennel cet après-midi pour la première lecture du texte. Donc, le Parlement est en train de se positionner sur la programmation énergétique à l'horizon 2035 notamment. Voilà, et le texte devrait être adopté en théorie à la fin de l'année. Donc voilà un peu pour l'image globale du point de vue de RTE. C'est très clair en effet. Donc on voit des ambitions assez fortes. Pour autant, la France n'est pas le pays européen le mieux positionné, on va dire, sur l'éolien en mer pour des tas de raisons. Et justement, on va essayer d'en évoquer certaines. Quels sont les freins, les leviers qu'on peut avoir à activer pour accélérer sur ce sujet et atteindre ces objectifs quand même assez ambitieux et arriver au niveau d'autres pays comme l'Écosse, l'Allemagne, le Royaume-Uni. On va rester un tout petit peu encore avec vous, Mathieu, et puis on va faire réagir les autres intervenants sur ce sujet. Effectivement, je viens de parler de la programmation énergétique. Donc ça, c'est un pilier qui est extrêmement important pour donner de la visibilité à chaque filière énergétique, que ce soit le nucléaire, les énergies renouvelables, le gaz, etc. Donc ça, c'est très important que dans la législation et ou la réglementation, on ait des cibles, des objectifs, et notamment aussi une vision très claire de ce que l'on va lancer en volume par le biais d'appels d'offres d'électricité. Et donc, combien de projets le gouvernement va lancer, quel volume, quand, où ça. Et donc, là, sur la programmation énergétique, on a cet outil qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le décret en vigueur, il date d'avril 2020. Elle a pris un petit peu de retard. Je suis un petit peu dans l'euphémisme. Et l'autre pilier, c'est la programmation, enfin tout ce qui est planification spatiale maritime, la localisation des parcs. Et donc il y a eu un débat public l'année dernière qui a duré 6 mois, ça s'appelait La mer en débat, donc qui a associé énormément de parties prenantes et les citoyens, et qui a abouti à une décision ministérielle en octobre 2024 avec la localisation des zones propices à terre
et en mer. Alors vous allez me dire pourquoi des zones à terre pour l'éolien en mer? Parce que justement il y a le raccordement et donc il faut qu'il y ait quand même des faisceaux de raccordement pour qu'on puisse trouver des solutions de moindre impact pour nos atterrages et relier au réseau public de transport terrestre d'électricité. Et donc avec ces deux piliers, programmation énergétique et planification spatiale maritime, on a déjà vraiment la grande majorité du travail qui est fait. En revanche, il y a quand même d'autres sujets, la structuration industrielle de la chaîne de valeur. Donc, est-ce que j'ai des constructeurs d'éoliennes sur mon territoire, des constructeurs de fondations posées, flottantes? Est-ce que j'ai des ports qui me permettent d'assembler ça? Est-ce qu'il y a des moyens maritimes pour me permettre de déployer ces installations-là? Et donc ça, c'est extrêmement important. Et en France, on a pâti, je pense, d'hésitation pendant quelques années sur la planification énergétique notamment, avec une irrégularité dans les volumes qui ont pu être lancés. Par exemple, entre 2013 et 2014 et 2023, on a eu un seul appel d'offres de 600 MW attribué. Donc forcément, ça fait des trous dans, on va dire, dans la dynamique industrielle et aucune filière industrielle ne peut subsister sans avoir des volumes suffisants. Donc voilà, je pense que c'est les éléments clés. Et après avoir réformé l'intégralité du cadre législatif et réglementaire, d'ailleurs je pense que les assureurs étaient concernés aussi, puisque dans le code des assurances, il y a eu aussi un régime dans lequel les énergies marines renouvelables ont été intégrées, qui s'appelle les grands risques. D'ailleurs, les assureurs n'étaient pas forcément ravis à cette époque-là, mais en tout cas, tout ça a donné de la visibilité à un cadre très défini. Et je pense que Bureau Veritas travaille aussi sur tout ce qui est régime juridique des éoliennes flottantes, dans tout ce qui est classification, certification. On attend un décret en Conseil d'État qui se fait tarder. Voilà, donc tout ça participe de la dynamique globale. Claire July, si vous voulez réagir effectivement sur ce cadre qui est encore un petit peu à affiner. Le cadre est encore un peu flou. Il faut bien savoir que pour l'instant, tous les parcs sont ou classés ou certifiés, mais ce n'est pas à la demande de l'État. La plupart du temps, c'est à la demande des assureurs qui veulent dérisquer en amont et être sûrs que le parc qu'ils assurent est correctement designé. Donc pour l'instant, la certification reste quelque chose encore d'assez ouverte, c'est-à-dire que le client peut venir et nous demander de certifier par rapport à certains règlements, mais pas par rapport à d'autres. Ils peuvent demander de certifier certaines parties du design, mais pas d'autres. Tout ça reste quand même assez flou. Et donc, il y a l'article 63 de la loi APER qui est toujours bloqué, qui clarifiera un peu tout ça en définissant ce cadre réglementaire. Et ça sera plus facile pour tous les acteurs de savoir ce qu'ils doivent faire une fois que, très clairement, ce sera marqué dans un process de certification quelles sont les étapes indispensables à respecter. Ce qui, pour l'instant, n'est pas encore vraiment le cas. Donc un cadre réglementaire plus clair, plus affiné, plus balisé, une meilleure planification pour une meilleure visibilité, une structuration de la filière. Claire Genot, est-ce que vous identifiez d'autres freins à lever ? Alors les freins, en fait, ils sont, juste en préambule, rappeler que l'assurance est un élément clé dans la construction de ces fermes éoliennes et dans le développement de ces projets, parce qu'on parle de fermes éoliennes qui nécessitent des investissements massifs en termes de capitaux. Le coût de la construction, alors qui plus est pour le flottant, mais même pour le posé, est très très élevé. Donc les grands développeurs passent par des financements bancaires. Quand bien même ils pourraient le faire sur fonds propres pour certains, pas pour tous, mais ils pourraient le faire pour certains. Malgré tout, le modèle économique est basé sur un financement bancaire du fait notamment de la rentabilité qui est moins importante que pour certaines énergies, notamment les énergies fossiles. Et dès lors qu'on a un financement bancaire, on a des exigences en matière de couverture. Ça veut dire qu'on rentre dans un cadre de couverture qui est très étendu, plus étendu que ce que certains opérateurs souhaiteraient le faire, et qui va générer un process très long et un travail de fond avec les conseillers des prêteurs et avec les conseillers techniques en fait des prêteurs, enfin tous les conseillers des prêteurs, qu'il s'agisse d'assurance ou de technique, et qui va générer aussi un impact sur les coûts qui est majeur.
Voilà. Et on se retrouve, alors en France, on est moins exposé aux catastrophes naturelles, donc ces problématiques sont un peu, le coût est un peu pondéré du fait de cette exposition qui est limitée par rapport aux grandes fermes asiatiques ou aux États-Unis où il y a des problématiques de catastrophes naturelles qui sont prégnantes avec notamment les named windstorms aux États-Unis et qui viennent rajouter, enfin avoir un impact financier majeur et un coût, alors tant dans la construction mais que dans la phase d'exploitation. Et notamment, on peut se retrouver avec des dépenses d'exploitation qui sont de l'ordre de 10 à 20% selon les objets de risque et qui peuvent être un vrai frein en fait au développement de certaines fermes et à l'hésitation de certains grands opérateurs de pouvoir aller. Alors c'est moins le cas en France, comme je disais, on est moins exposé, mais effectivement l'assurance est un élément clé et elle se fait très en amont, l'accompagnement des équipes projets se fait très en amont. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés dans l'identification des zones d'implantation de ces éoliennes? Il y a des pays pour lesquels c'est plus facile, le terrain est déjà balisé. Ça, c'est aussi un challenge à relever pour la France? Alors c'est moins une problématique assurantielle, on va dire, mais ça peut dans l'absolu parce qu'effectivement on a une façade maritime qui est très exploitée avec des interactions pêche, tourisme, etc. qui sont peut-être plus importantes que dans d'autres pays. Donc peut-être que Mathieu ou d'autres pourraient intervenir là-dessus, mais ça peut être un sujet effectivement d'identifier les terrains, sachant qu'en France on est, à ma connaissance, majoritairement effectivement sur du posé, sauf erreur la profondeur d'eau à partir de laquelle on est obligé de passer sur du flottant et de 60 mètres, ou un peu ou prou selon les zones. Mais effectivement, en fait, l'identification des terrains, le foncier, alors même si c'est du foncier maritime, est très important. D'où le fait que, par exemple, l'Écosse s'est développée avec des zones maritimes qui étaient disponibles, et puis et en transition aussi avec la fin de certains champs pétroliers qui permettent de libérer des terrains aussi pour développer des nouveaux projets. Mathieu? Oui, tout à fait. En fait, on a plutôt des enjeux en mer plutôt que des difficultés. Effectivement, il y a tout ce qui concerne la pêche, notamment. Donc ça, ça peut être potentiellement conflictuel si on choisit des zones qui sont densément pêchées. Donc je rappelle, l'objectif aussi dans le déploiement de ces énergies marines renouvelables, c'est d'éviter des impacts sur des activités maritimes. Il y a la pêche, mais il y a aussi le trafic, le shipping, donc la marine marchande, le transport de passagers. Voilà, on ne peut pas couper des routes. Voilà. Donc on connaît ces contraintes-là et ces enjeux. Et de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui concerne les enjeux environnementaux. Parce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres, parce qu'elles sont fréquentées, elles ont des habitats remarquables en mer, ou alors parce qu'elles peuvent être très fréquentées par des oiseaux. Voilà, donc ces enjeux environnementaux, comme ces usages, sont pris en compte dans le cadre de la planification spatiale maritime, qui est censée dérisquer justement la conflictualité. Voilà. Après, on peut faire des parcs éoliens en mer dans des zones Natura 2000, c'est le cas du parc éolien en mer de Fécamp, qui fonctionne aujourd'hui en France. Seulement, on doit être plus rigoureux sur les études d'impact notamment, et tout ce qui concerne le sujet des dérogations espèces protégées. Voilà. Et donc tout ça, effectivement, est apprécié tant dans le financement que dans l'assurance en termes de risque, puisqu'il y a des recours contentieux aussi. Alors maintenant, depuis quelques années, c'est le Conseil d'État en premier et dernier ressort qui juge, donc ça va plus vite par rapport au droit commun, mais c'est l'ensemble des sujets qui sont appréciés. Moi, je ne vois pas ça comme une difficulté, je vois ça comme un paramètre à prendre en compte. Alors effectivement, vous l'avez évoqué, Claire, il y a la vraie question de l'assurance, la dimension assurantielle derrière les éoliennes, puisque financées beaucoup par des banques. À quel point c'est risqué d'assurer l'éolien? Morten Jensen, vous intervenez pour le compte de Sedgwick quand il y a des défaillances, notamment techniques, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur tous les risques qu'on peut avoir avec une éolienne en mer? Vous en avez vu quelques-uns. Déjà, est-ce qu'en fonction de la techno utilisée, flottant ou posé, ça diffère? Est-ce qu'il y a un risque accru? Et puis, c'est quoi la durée de vie moyenne d'une éolienne? Pour la dernière question, la durée de vie d'une éolienne, c'est pas plus que 25 ans.
Et il faut se rappeler une chose, c'est que si l'on compare les anciennes éoliennes aux nouvelles, le constructeur maintenant, au niveau du développement, a un peu de recul et l'on peut réduire la masse de matériaux, et que si on compare d'ailleurs les anciennes et les nouvelles, celles qui ont une dizaine d'années, si on les compare aux modernes, aux nouvelles, en fait, les nouvelles n'auront pas une durée de vie aussi longue que les anciennes traditionnelles. Enfin, je me trompe peut-être, mais dans la conception, dans la fabrication des nouvelles éoliennes, on est sous pression, notamment financière, d'arriver à la solution la moins coûteuse. Et ça répond aux demandes des clients. Et la division des achats, évidemment, arrive avec une somme d'argent disant, voilà, combien de turbines pouvons-nous acheter avec, combien de mégawatts peut-on acheter pour cette somme d'argent. Et le constructeur a la réponse. Et au lieu de construire une structure très solide, on produit ce que demande le marché. Et bon, c'est pas en soi répréhensible, parce que je ne pense pas que l'on trouve beaucoup d'acheteurs qui vont aller voir un constructeur pour dire, voilà, je veux une éolienne qui va durer, je ne sais pas, X années. Je veux quelque chose de très stable, de très résistant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'obsolescence programmée, finalement, que vous êtes en train de nous expliquer, enfin, des enjeux très économiques. Claire Julie, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Finalement, on va avoir des éoliennes en mer qui vont durer de moins en moins longtemps? Alors nous, c'est plutôt l'inverse, au contraire. Oui. On est là pour s'assurer que... Oui. Justement, dans cette tentative d'optimisation des coûts, les designers ne descendent pas en qualité. Donc, on va faire autant d'études que possible pour s'assurer que, justement, en termes de fatigue, en termes de résistance, ces éoliennes puissent tenir le plus possible dans le temps. Alors, il faut savoir que la durée de vie de l'éolienne, ça fait partie des critères dans l'appel d'offres que fait l'État français. Donc, la plupart du temps, c'est entre 25 et 30 ans. Donc normalement les designers bâtissent leur design basé sur ces durées de vie là. Et nous derrière on va vérifier que les éoliennes telles qu'elles sont designées par ces designers peuvent en effet tenir sur ces durées de vie là. Alors évidemment on le fait avec nos connaissances actuelles et peut-être que ça va évoluer et que certains paramètres qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui devront être pris en compte plus tard et que ça va diminuer cette durée de vie. Mais en tout cas toutes les études qu'on fait sont là justement pour démontrer que ces éoliennes sont correctement designées pour ces durées de vie. Et on voit de plus en plus les designers d'ailleurs prévoir une éolienne pour 25 ans, mais déjà anticiper une éventuelle extension de durée de vie en nous proposant déjà des études alternatives pour nous montrer, regardez, en pratique, on pense qu'elle pourra tenir encore plus longtemps. Donc, de notre côté, on a plutôt des designers qui essayent de pousser sur des durées de vie les plus longues possibles. Et nous, de notre côté, on vérifie que ça peut être fait de façon sûre. Claire Jonot, j'ai envie de vous proposer d'être le juge de paix. Est-ce que vous avez le sentiment de constater une pression particulière sur les prix pour réduire le coût global de la construction des éoliennes? C'est évident. Oui. C'est évident. C'est une pression permanente des équipes projet pour améliorer le coût des assurances, comme je l'évoquais dans les projets, parce qu'on peut rentrer dans des proportions qui, en fonction de la technologie et de la localisation, peuvent être faramineuses et peuvent parfois mettre en péril la viabilité de certains projets. Alors là encore, comme je le disais, moins en France, mais peut-être plus dans certaines zones très exposées. En fait, il y a deux
paramètres qui sont clés dans le coût de l'assurance. Enfin, il y en a plusieurs en réalité, mais les principaux, c'est on a été dans ces dernières années dans une course au gigantisme et à l'augmentation de la taille des turbines, qui avec du coup des turbines qui étaient considérées par le marché comme prototypes, avec tout ce que ça génère en termes de risque et d'appétence au risque du marché et de tarification. Et d'autre part, bien évidemment, le flottant a généré beaucoup de discussions sur le marché, sur l'assurabilité de ces projets, sur la certification, bien évidemment. Et en fait, on est sur ce combo technologie de turbine et type de turbine posée au flottant pour savoir quels étaient les coûts. Après, il y a une problématique qui est évidente pour les assureurs qui a été évoquée hier, qui est celle des câbles, qui génère la plus grosse sinistralité. C'est bien évidemment la première cause de sinistre. Et quand un câble est rompu, l'électricité ne peut plus être exportée et ça génère des pertes d'exploitation faramineuses pour les exploitants de ces fermes éoliennes. Il y a effectivement, c'est du work in progress pour le marché de l'assurance. Il y avait une appétence au risque qui était assez limitée du marché historiquement. Voilà. Le marché y travaille. L'assurance maritime y vient doucement, avec des questions qui peuvent se poser sur l'implication du marché maritime sur les éoliennes flottantes, puisque historiquement c'est le marché de l'énergie offshore qui vient couvrir ces risques-là. Mais le marché maritime, on est dans un environnement maritime et la question se pose bien évidemment de l'implication du marché et des grands acteurs maritimes sur ces risques-là. Morten, comme je le disais, vous intervenez sur toutes sortes de sinistres, de problèmes d'éoliennes. Vous, si vous deviez un peu les classifier, les principaux problèmes sur lesquels vous intervenez sont de quelle nature? C'est des défaillances de quelle nature? Est-ce qu'il est plus fréquent? Il y a toutes sortes de défaillances. Vous le savez peut-être, la technologie éolienne a été développée au Danemark au départ, dans les années 70. Et moi, j'ai grandi dans une époque où cette activité était assez simple. Quand j'ai commencé à travailler avec les éoliennes, les hélices étaient de 5 mètres de long. Il suffisait de 2 hommes pour la porter. Maintenant, une hélice d'éolienne peut faire jusqu'à 120 mètres de long. Donc, on vieillit, on n'a peut-être pas la force, mais enfin, il suffit pas de 2 hommes pour porter une pale d'éolienne. Donc, ce qu'on nous dit, il y a un proverbe au Danemark, c'est que les éoliennes trouvent de nouvelles façons de tomber en panne. Et c'est un peu ça qui répond à votre question. Vous parlez de la technologie des éoliennes flottantes. C'est une technologie qui n'est pas encore éprouvée. Il y aura certainement de nouvelles façons dont ces turbines peuvent rencontrer justement des défaillances. Mais enfin, c'est naturel puisque lorsqu'on est encore au stade du développement sur des domaines qui n'ont pas encore fait leurs preuves, la seule chose que l'on peut faire, c'est en tirer les enseignements et essayer de faire mieux à la génération suivante. Je crois qu'il y aura certainement de nouveaux modes de défaillance qui vont apparaître. Dans mon exposé, on voit des exemples de défaillances d'éoliennes offshore, d'éoliennes en mer. Ah, celle-ci était en Ukraine. Vous voulez que je regarde une autre? Ah, voilà, ça c'était en Ukraine. Bon, ça remonte à quelques années. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être la suivante, peut-être la diapo suivante, on va peut-être y voir plus clair. Vous avez certains des pays où je me suis rendu. Vous avez une liste là justement où il y a eu des incidents et des défaillances. Et mon travail consiste à analyser le problème. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une panne et qu'est-ce qui a déclenché cet enchaînement d'événements? Est-ce qu'il peut y avoir une pièce qui s'est détachée, il peut y avoir un pylône qui s'est effondré? Bon, là, ça peut être... Alors, le problème se pose peut-être sur la base. Enfin, il y a eu des cas, malheureusement, où il y a eu des accidents mortels, où vous avez des gens qui se trouvent la mort en travaillant sur une éolienne.
Yeah, that's Horns Reef. That's... Sur cette diapo suivante, là, vous voyez Horns Reef, c'est la première plus grand parc éolien où il y a eu des feux de nacelle. Sur la suivante, là, vous voyez à quoi cela ressemble. C'est assez dévastateur pour l'éolienne, bien sûr. Et quelque chose de ce genre se produit, il est très important d'approfondir les choses et de voir quelle est en fait la source de cette situation. Dans ce cas-là, nous avons escaladé la nacelle et nous avons commencé à étudier de très près tous les composants. Nous aimons faire cela avant que la nacelle soit démontée, parce que quand les techniciens travaillent sur la nacelle pour le démantèlement, parfois, il faut qu'ils se baladent un petit peu, qu'ils poussent des choses dans les coins. Et donc, on souhaite avoir une première impression sans que les choses aient été touchées. Et on a trouvé la source. Ça a dû prendre un moment quand même, hein. C'est vraiment difficile parfois d'identifier l'origine d'une défaillance. Oui, c'est difficile. Parce que parfois, il faut travailler à la petite cuillère et un petit pinceau vraiment pour pousser les niveaux de poussière et de cendres que l'on retrouve. Alors oui, peut-être que pourquoi cela, c'est directement par terre. Eh bien, ça fait partie de telle ou telle pièce. Et ensuite, on peut commencer à reconstituer les choses. En gros, comme vous l'avez vu à la télévision, lorsque l'on reconstruit des avions après un crash, eh bien, parfois, il faut qu'on fasse la même chose avec les pales qui se brisent. Il faut qu'on les reconstitue morceau par morceau pour se dire « Ah oui, là, il y a quelque chose d'intéressant. » Mathieu, vous vouliez réagir? Alors, pas proprement parler sur l'accidentologie des machines. Bon, en France, il y a une base de données sur l'accidentologie des éoliennes terrestres et offshore, et ça permet aussi d'analyser les causes profondes des incidents ou des accidents. Et ça a été mis en place avec la filière et l'État. Plus par rapport à ce que disait Claire aussi sur les câbles, bien sûr, puisque effectivement c'est un peu aussi notre sujet. Donc le périmètre de RTE, c'est de la sous-station électrique qui élève la tension, le câble export jusqu'à la terre. Voilà, ça c'est le périmètre de RTE. Sur ce câble export en particulier, la doctrine de RTE, c'est d'ensouiller le câble, l'enterrer vraiment dans le sol, sous-sol marin, par défaut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cas de base. C'est ce qu'on cherche à faire pour des raisons de réduction des risques, comme Claire l'indiquait, parce qu'il peut y avoir des croches de câbles involontaires, avec par exemple un chalutier ou une ancre de navire, et volontaires aussi, puisque la géopolitique nous rattrape. On l'a vu aussi en Finlande avec ElecLink, on l'a vu avec Nord Stream sur des pipelines, donc voilà, tout ça fait partie de notre réflexion. Donc l'ensouillage des câbles, c'est le mode par définition. On ne peut pas toujours le faire, parfois les sous-sols ne nous permettent pas nécessairement de le faire, et dans ce cas-là, il y a des systèmes de protection par enrochement ou par matelas de protection. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est une sécurité pour les actifs de RTE et pour le développeur, effectivement. Alors il faut savoir qu'il y a quand même un cadre réglementaire qui protège aussi les développeurs en cas d'indisponibilité des infrastructures de raccordement. Et donc là, il y a des dispositifs d'indemnisation. Alors en France, on a un peu copié-collé ce qui s'est fait en Allemagne, mais qui est très incitatif pour le gestionnaire de réseau que nous sommes pour remettre en service très rapidement. Alors effectivement, on est rarement nous responsables d'une croche de câble, mais voilà, en tout cas, on déploie les moyens nécessaires et on a effectivement des stocks stratégiques aussi de câbles de puissance et des contrats avec nos câbliers pour pouvoir réparer un câble rapidement. Et je pense que c'est une réflexion aussi pour le monde de l'assurance. Dans un monde où on est de plus en plus dans l'incertitude, voire dans une hostilité géopolitique, il va falloir réfléchir aussi à des mécanismes peut-être de solidarité ou en tout cas de mitigation du risque au niveau européen pour pouvoir être beaucoup plus résilient par rapport à ces agressions qui surviendront davantage
de ce qu'on peut observer aujourd'hui en Europe et ailleurs dans le monde. Claire ? Oui, je voulais faire un commentaire justement par rapport à ce que disait Mathieu, c'est que dans le package d'assurance qui est imposé par les prêteurs, de plus en plus et quasiment systématiquement, maintenant, on a des garanties sabotage et terrorisme qui sont rendues obligatoires et qui viennent renchérir le coût du projet et le coût de l'assurance dans le projet. Et selon les pays, même, les prêteurs peuvent imposer une garantie risque de guerre et pas seulement du sabotage et terrorisme. Alors justement, on a vu les risques sont multiples. Le coût du projet est assez impressionnant, avec une espérance de vie, on ne sait pas si elle ne va pas se réduire. Ça devient compliqué d'assurer de l'éolien. C'est compliqué de trouver les financements. Alors ça dépend quand, ça dépend où, on va dire. Alors historiquement, c'est le marché énergie, comme j'évoquais, qui a couvert ces risques. Le marché maritime vient, notamment avec les marchés scandinaves qui ont été les premiers à arriver sur ces secteurs, parce qu'ils sont habitués à l'offshore, en fait, parce que historiquement, ils sont déjà impliqués sur l'énergie offshore. Donc on a les grands P&I Clubs ou des grands assureurs, effectivement, scandinaves qui sont rentrés de manière assez importante ces dernières années. Historiquement, c'était plutôt le marché de Londres ou voire les marchés asiatiques, parce qu'il ne faut pas oublier que 50% de la capacité installée aujourd'hui est en Chine et que forcément les assureurs chinois sont déjà beaucoup impliqués sur ces sujets-là. Alors si on parle de flottant avec une turbine gigantesque, oui, je vais vous dire que ça devient très compliqué. Comme je disais, ça peut être... Alors parfois on peut trouver, parce que dès que les prix sont élevés, on va trouver, il y aura un peu plus de coassurance derrière si on a des leaders qui cotent très cher et que forcément ça va attirer du monde dans la coassurance. Mais du coup, ça peut mettre... Alors les cas sont rares, mais ça peut quand même mettre en péril la viabilité d'un projet où les économiques sont déjà très tendues. Donc oui, ça peut l'être. Alors après, sur le posé, le marché est plus habitué, il y a plus d'acteurs qui rentrent petit à petit. C'est un gros travail, comme je disais, c'est du work in progress. En fait, les assureurs sont aussi le marché, tous les acteurs ici le savent, les assureurs ont des politiques RSE, ESG qui sont en cours. Ceux qui faisaient de l'oil and gas essayent de transitionner vers le renouvelable, mais avec une connaissance qui n'est pas encore suffisamment approfondie du secteur, avec une sinistralité qui est importante, une accidentologie qui est variée et importante. Donc qui peut freiner, mais je pense qu'il y a vraiment tout un travail de fond à poursuivre sur des discussions techniques, et la certification va aider évidemment pour que l'appréhension du risque par le marché soit meilleure et qu'on puisse avoir un meilleur équilibre entre la tarification et la sinistralité et faire que tout le monde puisse remplir et atteindre ses objectifs de décarbonation, parce que c'est vraiment un élément clé. Claire-Julie, vous, certification, c'est votre travail. Est-ce que ça peut aider les constructeurs à mieux convaincre les assureurs d'y aller ? Oui, tout à fait. Nous, notre but, justement, c'est de dérisquer au maximum ces designs. Alors, évidemment, le risque zéro n'existe jamais, mais nous, plus on intervient en amont dans ces phases de projet, et plus on est en mesure de dérisquer au fur et à mesure. Alors, sur la certification, donc, comme je disais tout à l'heure, le client peut choisir quelle partie du process il certifie. Nous aussi, on est impliqué dans de la classe. Alors dans la classe, le process va être beaucoup plus complet, à savoir qu'on va suivre absolument toutes les étapes du process, c'est-à-dire le design certes, mais aussi la fabrication, la certification des matériaux qui sont utilisés. On va se faire du suivi d'installation, des inspections pendant la durée de vie de l'unité. Voilà, tout un package, si on peut dire, pour essayer de diminuer au maximum ces risques, et avec les inspections en cours de durée de vie de l'unité, de s'apercevoir avant qu'il y a un problème, que quelque chose commence à se dégrader. Voilà, d'essayer d'anticiper les casses en ayant pu les prévoir grâce aux inspections. Donc nous, on a tendance à pousser au maximum dans ce schéma qui couvre vraiment toute la durée de vie de l'unité, pour essayer de limiter au maximum les risques.
Oui, bien sûr. Donc on l'a évoqué, vous l'avez rappelé, Claire, une sinistralité qui reste tout de même assez importante en la matière. Morten, j'ai envie de vous demander, puisqu'on l'a vu, on a eu même la liste des pays dans lesquels vous intervenez, des opérations partout dans le monde. Vous avez une vision assez globale de l'éolien en mer worldwide. Est-ce que la France peut s'inspirer de bonnes pratiques sur le plan technique, que ce soit dans la construction, la maintenance des éoliennes? On se situe comment? On est bon ou pas? Eh bien, j'ai fait 2-3 expertises ici en France et j'ai été assez surpris de voir, en fait, que c'est un bon début. En tout cas, les équipages qui étaient chargés d'entretenir les éoliennes savaient bien détecter et identifier les pannes. Dans d'autres pays, ils ont tendance à s'en moquer, mais en France, les équipages techniques jouent un grand rôle pour aider et aussi pour nous montrer s'il y a quelque chose que l'on peut apprendre. Et j'ai beaucoup apprécié cette envie d'apprendre de la part des équipes de maintenance. Concernant la France et l'éolien en mer, si on compare la France avec le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, on a de la chance d'avoir des eaux peu profondes qui font qu'il est assez facile d'installer des éoliennes. Ici, vous avez peut-être certaines eaux profondes et puis aussi des problèmes de fond marin assez rocailleux, mais bon, ça fait passer l'installation des éoliennes à un nouveau niveau et je pense que la technologie flottante sera celle à suivre. Et donc, il faudra voir quand elles seront installées à l'avenir, quand elles seront en exploitation, comment elles vont tomber en panne, parce que ça va arriver, ça n'est qu'une question de temps. On ne peut pas demander si il va y avoir des défaillances, mais plutôt quand il y aura des défaillances. Et ensuite, on pourra commencer à établir des statistiques pour commencer à analyser ce qui est allé de travers, pour savoir si on peut faire les choses différemment. Oui, bien sûr, il faut faire attention. Mais il faut faire cela en profondeur avant de voir quelle est la source de la défaillance. Ça, c'est une situation typique que j'ai pu constater dans toute ma carrière, du début des parcs éoliens avec des éoliennes à 22 kW. Maintenant, on parle de 25 MW pour l'ensemble du parc. Donc, là, il y aura de nouvelles capacités qui vont survenir tout le temps. Réagir. Et peut-être pour donner quelques chiffres au niveau européen, l'éolien en mer en Europe, c'est à peu près 35 gigawatts de capacité installée. En France, on a 1,5 gigawatts, donc voilà, on en est au début. Les acteurs de l'éolien en mer, ils sont très européens dans les développeurs de projets. Il y en a des Français et puis des Européens, c'est ceux qui répondent aux appels d'offres, qui sont déjà présents à l'étranger pour un certain nombre d'entre eux. Et donc je pense que c'est important de rappeler que c'est une industrie aujourd'hui qui est très européenne. Et le premier parc installé, c'était Vindebou au Danemark. Il y a eu un cycle de vie de 27 ans. Ça a été un parc installé en 91. Avec des technologies qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Et juste pour préciser, dans les appels d'offres auxquels les développeurs de projets répondent aujourd'hui, ils basent sur des hypothèses entre 30 et 40 ans de durée de vie. Et donc les constructeurs d'éoliennes aujourd'hui certifient leur matériel à minima pour 30-35 ans. Voilà. Et après, effectivement, selon la bonne santé de l'installation, il peut y avoir prolongation de la durée de vie, le cas échéant. Mais aujourd'hui, c'est ces hypothèses-là qu'on a sur la table pour les nouveaux projets. Et d'ailleurs, l'État a étendu la concession d'occupation domaine public maritime à la possibilité de l'étendre à 50 ans, qui comprend les phases aussi de développement, d'installation et de démantèlement. Voilà, donc on est sur des durées de vie aujourd'hui qui tendent vers 30-40 ans et non plus 20 ans comme on l'a pensé initialement pour les premiers parcs qu'on a attribués en France en 2012 et en 2014. C'est très clair, donc une belle marge de progression, mais voilà, avec un vent d'optimisme. Eh bien, c'est ainsi que se conclut cette table ronde, puisque le temps imparti est écoulé. Un grand merci à tous les quatre pour cet éclairage très concret. Et je vais laisser la parole à ma consoeur Sabine de Rosière. Merci à tous.
bientôt.